Bonjour, bonjour à toutes et toutes. Vous m'entendez bien ? On va bientôt commencer. Je pense que tout le monde est à peu près là. Enfin, il y a 20 à 30 personnes qui manquent encore à l'appel, mais peut-être elles nous rejoindront dans la journée. Je me tourne vers la régie. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais, parfait, super. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Assez nombreux, même s'il manque encore quelques personnes, pour cette rencontre nationale des associations et opérateurs de la résorption des bidonvilles. C'est le titre qu'on a choisi pour cette journée. Ça fait 1 an qu'on s'est vu à peu près dans ce format. Est-ce que d'ailleurs, c'était le 30 mars 2023, qui était là pour voir un peu le... Ah oui, quand même, une petite moitié de la salle était là. On tient vraiment à avoir cet échange avec vous direct. C'est peut-être pas très habituel pour une administration centrale d'avoir cet échange direct avec des acteurs de terrain qui sont au plus près des publics. Souvent, on reste à Paris dans son bureau. Nous, on tient vraiment à avoir ce dialogue direct avec vous. L'année dernière, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, on avait souhaité parler avec vous des biais culturalistes en première partie, des questions d'emprise. C'est une question qui nous semble essentielle pour travailler avec les publics vivant en bidonville. On avait eu notamment Adèle Sutre et Olivier Perroux au cours de cette journée. On était revenu aussi, on y reviendra aujourd'hui, sur le cadre d'action de la résorption des bidonvilles, celui de l'instruction de 2018. Et puis on avait eu aussi toute une partie d'échanges très pratiques, très concrets, avec des témoignages de terrain. Alors cette année, on travaille dans le même esprit, bien évidemment, de vous apporter des outils, d'essayer de réfléchir aussi tous ensemble, de donner du sens à cette action et donner aussi du carburant, de l'essence pour agir. On sait que c'est compliqué. Aujourd'hui, la journée, on a souhaité l'avoir en 2 parties. La première, ce matin, et je remercie Tommaso de sa présence, on a aussi à distance Olivier Legros et Marion Lièvre, je les présenterai juste après. On a souhaité ensemble prendre le temps de la réflexion justement sur le sens de cette action publique de résorption des bidonvilles. Nous, c'est comme ça qu'on le prend. Les chercheurs aussi la regardent de manière aussi différente, cette action. Ça va être intéressant de voir avec eux comment ils analysent les résultats de cette action, son sens, ses effets, parfois inattendus. Et on tenait vraiment... il y a une actualité forte qui est la publication d'un bouquin qu'ils viennent de remettre, fruit d'un travail collectif, fruit d'un travail assez long. Et cette occasion qui se présentait là, c'était vraiment réfléchir avec vous et les interroger vous aussi par rapport à vos constats de terrain sur leur travail. Donc ça, c'est la matinée. Il y a un déjeuner que vous pourrez prendre ici. Il y a un restaurant à Sequoia. N'hésitez pas, c'est pas trop cher et vous avez un repas complet. C'est aussi l'occasion pour vous peut-être d'échanger autour d'un repas en plus du café qu'on vous a servi. Cette journée, c'est aussi ça, c'est faire du réseau entre vous, vous connaître. Vous venez de toute la France. J'ai regardé la liste. On avait fait le petit jeu l'année dernière dégrainer les départements et les territoires concernés par la résorption des bidonvilles. On voit que vous êtes assez bien représentés. Vous venez de toute la France, vous vous connaissez, parfois pas. Et en tout cas, vous avez souvent les mêmes interrogations, les mêmes questions. Et cette journée, c'est aussi l'occasion d'en parler, de vous rencontrer. Cet après-midi, on a souhaité avoir un moment plus concret par rapport à des outils qui sont entre vos mains. Alors, il y a des outils juridiques. On aura le défenseur des droits, en tout cas des représentants de l'institution, qui viendront vous dire ce que peut faire le défenseur des droits sur cette question, comment il peut être interpellé, quelle est sa vision aussi sur ce sujet. Et puis, on reviendra sur des enjeux aussi thématiques. Alors, évidemment, la plateforme Résorption Bidonville. Salomé, qui vient de nous rejoindre, vous reparlera de cette plateforme qui est assez intéressante et parfois mal connue. Jean-Paul Bachelot, conseiller droit de l'enfant, reviendra sur le programme de médiation scolaire, vous présentera un film que vous connaissez peut-être pas nécessairement,
un film qu'on a réalisé pour la journée du 22 juin dernier, où on a réuni des enfants et des médiateurs. Et c'est un film qui rend compte de ce qu'est ce programme. Et puis Jean-Paul sera bien sûr à vos côtés pour répondre aux questions éventuelles que vous vous posez. On parlera d'emploi aussi. Alexandre Viscontini viendra vous parler un peu de ce qu'il fait sur l'emploi, et en particulier l'emploi saisonnier. Et enfin, les représentants de Rome Europe viendront vous reparler de l'accès aux droits de ces publics européens. Voilà pour cette journée. Il me reste encore un peu de temps quand même pour cette introduction. On s'est vu il y a 1 an. Alors je ne vais pas vous dire, vous faire tout le bilan de ce qu'on a fait pendant 1 an, mais j'ai envie quand même de partager des choses qui me semblent importantes avec vous par rapport à l'avancée du travail qu'on réalise tous ensemble. Déjà quelques satisfactions quand même sur un sujet compliqué, j'y reviendrai. L'action, elle progresse dans des territoires. Et vous savez, le pari de 2018, c'était de changer de paradigme. D'une action construite autour des évacuations, changer de paradigme pour la penser plus moyen et long terme de la résorption, agir le plus tôt possible sur le bidonville. Les évacuations, c'est un sujet parmi d'autres. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est agir le plus tôt possible pour accompagner les personnes dans une dimension transversale. Mettre tout le monde autour de la table. Et je pense que ça reviendra aussi dans les discussions ce matin. L'État, les collectivités territoriales, les associations, les ONG, mettre tout ça dans dans une perspective d'action efficace et d'intelligence collective. Bon, c'était le pari de ce changement de paradigme. On sait que c'est long, hein, j'y reviendrai, c'est une question complexe, mais ça progresse. Et je tiens vraiment à le souligner, j'ai vu M. Aubry tout à l'heure, j'étais à Angers la semaine dernière. On voit là qu'en 4-5 ans, depuis le Covid, il y a eu un moment sur le Covid, on a changé vraiment de perspective. Et on a autour de la table un préfet qui est totalement dans la ligne de l'instruction de 2018, un président d'une métropole, enfin c'est une agglomération qui s'appelle métropole. On a des maires concernés par le sujet, on a là des acteurs associatifs qui sont structurés, qui ont fait un diagnostic précis de tous les bidonvilles, avec une stratégie pour chaque bidonville. Évidemment, les solutions, elles sont encore à l'étude. Il n'y a pas de solution toute faite. Mais en tout cas, tout est en place pour une action structurée et intelligente. J'ai cité Angers, je pourrais parler de Bordeaux aussi, où je suis allé récemment, où je vois que les choses changent, avec la question du travail saisonnier. Je pourrais vous parler de Montpellier aussi, où il y a une stratégie zéro bidonville qui est en place. Nantes, bien évidemment. Jean-Paul nous a envoyé ce week-end un article sur France 3 Nantes. Je vous le conseille de le lire, il est vraiment très très intéressant parce qu'on voit que là le sujet il est posé, c'est l'instruction de 2018. Alors ça va être compliqué, il y a 3000 personnes, mais le changement de paradigme, il est là. Bon, c'est important de s'appuyer sur ces choses concrètes et positives. Et ça s'est passé au cours de l'année dernière. On reviendra sur les difficultés. Je voulais aussi vous souligner la progression du programme de médiation scolaire. Jean-Paul en parlera cet après-midi. Cette année, on a fait une super journée. Certains d'entre vous y étaient le 22 juin dernier, avec tous ces jeunes. On a plus de 40 médiateurs aujourd'hui. Dans le cadre du pacte des solidarités, Jean-Paul y reviendra, mais le programme monte en puissance. On va recruter encore des nouveaux médiateurs pour la rentrée 2024. C'est vraiment une des grosses... Alors, réussite, c'est peut-être ambitieux, on est d'accord. Mais en tout cas, une des grosses avancées, et pour l'avenir, je pense, une des plus belles actions qui est conduite sur ce sujet. Je voulais vous parler aussi de l'antiziganisme. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, on en a parlé l'année dernière. Ça, c'est un sujet qui monte aussi. C'est quoi l'antiziganisme? C'est le racisme spécifique dont les populations roms, tziganes, gens du voyage sont l'objet. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on sait que c'est un enjeu énorme dans toutes les actions qu'on conduit. Tous les stéréotypes, tous les préjugés derrière que ça entraîne. Aussi bien, je dirais,
dans les résistances par rapport aux actions qui seront conduites. Les Roms, ils ne veulent pas s'insérer, ils vivent en communauté, ils veulent vivre dans des cabanes, etc. On connaît tous ces stéréotypes. Ils sont là pour voler, et puis pourquoi eux, pas les autres. Bref, mais aussi, et c'était le sens de ce qu'on a fait l'année dernière sur les biais culturalistes, c'est des stéréotypes qui peuvent aussi s'interposer dans les actions positives d'accès aux droits, d'accès au logement qu'on va conduire. L'antiziganisme, le mot, il a été construit au niveau européen, il est aujourd'hui repris en France, repris dans le plan national qui a été présenté l'année dernière de lutte contre le racisme. Il y a de plus en plus de formations. Je vois Samir Mil qui nourrit le sujet pendant des années, qu'en est le militant et le fervent défenseur. Aujourd'hui, il a plus de place dans son agenda. Non, j'exagère un peu, mais en tout cas, des fois, il me dit ça va trop vite. Alors, les choses vont pas assez vite, mais c'est vrai que le sujet, il est là. Et on continue à le construire. Je voulais te dire, parce que ça me semble vraiment un aspect très, très important. J'évoquais l'Europe. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous avez nécessairement dans votre viseur. Nous, on est à la DIA le point de contact de la France sur ce sujet auprès du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne. On rend des comptes à ces institutions. Il y a un comité d'experts aussi auquel je participe et que je préside depuis octobre dernier. Je vous le dis parce que c'est une opportunité à saisir aussi pour renforcer les liens avec ces institutions et faire valoir ce qu'on fait et le valoriser. Moi, j'ai accepté de le faire, ce truc-là. Bon, ça fait un moment que je suis sur ces sujets, mais aussi pour porter la vision républicaine et française qu'on porte sur le sujet. Et parce que malgré les différences de vues qu'on a au niveau européen, la plus grande étant que nous, on a cette approche non ethnique, et qu'au niveau européen, comme d'autres pays européens, on cible les Roms, les gens du voyage, etc., dans un ensemble un peu hétéroclite, voilà, assez discutable. Nous, on a cette approche républicaine. Au niveau européen, il y a cette approche. Malgré cette différence de vue, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est l'antiziganisme, justement, qui là traverse toute l'Europe et concerne tous ces publics. Et je trouve que là, il y a quelque chose à travailler au niveau européen, et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité m'engager sur ce sujet. Et vraiment, faites-nous remonter des choses, des pratiques, des demandes aussi, s'il y a des besoins de financement, des besoins de déplacement, des besoins de coopération. Je voulais vous le dire parce que c'est vraiment un levier que vous pouvez tirer. Sur l'antiziganisme, ouais, je m'étais noté Barvalo aussi. C'était une super exposition en 2023. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés. Mais elle existe encore, elle est dans les réserves du MUSEM. Je crois qu'on peut la faire venir et la faire voyager. Vraiment, je vous y encourage, c'est une expo super. Voilà, je serai un peu plus court sur le reste. En 2023, on a beaucoup progressé sur l'eau. Je vois Brice qui est là, mais bon, il y a ce contexte européen avec une directive européenne. Nous, on a beaucoup travaillé à la DIAL avec Solidarité Internationale en particulier sur le sujet. On a sorti une foire aux questions. Bon, c'est surtout Solidarité qui l'a écrite avec Coalition Eau. Nous, on l'a un peu relu. Saisissez-vous-en. Enfin, il y a aujourd'hui une loi, un règlement, un décret sur le sujet. Toute la matière, elle est dans la foire aux questions. Et vraiment, c'est un outil très, très précieux. On a fait également des webinaires. Et on a accueilli également au sein de la mission Cilia Bouabdella qui va travailler, entre autres, sur les questions sanitaires et y compris celle de l'accès à l'eau. La plateforme Bidonville a beaucoup évolué aussi au cours de cette année. Je ne reviens pas sur toutes les fonctionnalités, j'espère que vous les connaissez. En tout cas, cet après-midi, on vous les présentera dans le détail. Cette plateforme, on n'est pas à l'objectif qu'on s'était atteint au départ, et on y reviendra, mais déjà elle remplit son office et elle marche bien. Quand on a des acteurs engagés dans les territoires, on a à peu près 300-400, plus proche de 400 utilisateurs uniques par mois, ce qui est pas mal pour un produit de niche comme celui-ci. Je ne reviens pas sur les résultats en termes d'emploi, d'accès au logement. On vous a remis à l'accueil, là, au point café, des bilans qu'on a réalisés en fin d'année dernière. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne les avez pas, vous pouvez les prendre. C'est aussi le fruit de votre travail et la valorisation de votre travail.
Voilà ce que je voulais souligner. L'équipe de la Dial, elle est évidemment à votre service. J'évoquais l'arrivée de Cilia. Il y a Astrid qui est là aujourd'hui, qui va nous rejoindre aussi comme chef de projet résorption bidonville et qui remplace Laure Dubu, qui est partie vers d'autres horizons après 5 années de bons et loyaux services. Laure que vous connaissiez, donc Astrid qui est là, qui arrive début mai. Évidemment, j'ai évoqué Jean-Paul, mais lui est toujours là, pilier sur la médiation scolaire. Alexandre Viscontini sur l'emploi, vous le verrez cet après-midi. Et puis, on a également avec nous 2 stagiaires, Oda et Solène, et puis Amélia qui était avec nous au cours de cette année. Je vous le dis parce qu'on est vraiment à votre service. Mobilisez-nous, appuyez-vous sur nous, et puis il y a l'appui financier qui est toujours là. Je le dis, on y reviendra, mais c'est quand même plus de 8 millions d'euros. 8 millions 9 cette année, avec les postes en plus de médiation scolaire. Cet appui pourrait ne plus être là. Il est toujours là, et on se bat pour qu'il soit toujours là. Alors, en conclusion, je voulais vous faire part de quelques réflexions, et puis peut-être pour ouvrir la première session de ce matin avec Olivier Legros, Tommaso Vitale et Marion Lièvre. Quelques réflexions qu'on se fait, que je me fais sur cette politique publique. C'est important de s'interroger. L'instruction, elle a maintenant 6 ans. L'instruction de 2018. C'est une action qu'on conduit à la Dial depuis 2012. Je ne reviens pas sur l'histoire. Si vous avez des questions, on pourra en reparler plus tard. On l'avait évoqué il y a 1 an. C'est important de s'interroger. Je veux dire, d'autant plus important qu'il y a des bidonvilles, il y en a encore. Quand on a pris le sujet en 2012, d'après les comptages qu'on faisait, on était proche de 19-20 000 personnes de l'Union européenne vivant en bidonville. Aujourd'hui, on est plus proche de 12 000. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis. De temps en temps, on fait des extractions de la plateforme. Des bidonvilles et campements, squats où vivent plus de 10 personnes avec des citoyens européens. On a des chiffres précis, mais on sait que ça fluctue en fonction des mouvements. Mais il y a une tendance générale à la baisse. Alors, c'est satisfaisant. Mais on voit que le travail est long. On voit que le changement de paradigme que j'évoquais, il n'est pas là partout. Qu'il peut même y avoir des retours en arrière. Je ne vais pas égrener les territoires où vous intervenez, où vous nous dites c'est dur, une évacuation mal préparée qui casse un travail engagé depuis des années. On voit qu'il n'y a pas de quoi sauter au plafond, que tout ça prend du temps. Et je ne vous parle pas aussi, et vous devez le vivre, des actions d'insertion qui sont conduites pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des acteurs qui étaient volontaires pour proposer des solutions, qui ont été mises en place, qui ont développé des moyens humains, des moyens financiers. Et puis au bout du compte, la promesse de l'insertion, quelle promesse d'ailleurs, qu'on s'était fixée, on voit que ça ne marche pas pour tout le monde. Et puis le coût aussi des gens qu'on a relogés, pour lesquels on a mobilisé de l'intermédiation et qui retournent vivre dans le campement. C'est des choses qui sont... C'est des faits qu'il ne faut pas nier. Il faut voir ce qu'on en fait de ça. La première chose, c'est pas de se dire « Ah mais c'est les Roms, de toute façon on ne peut rien faire avec eux ». Ça, c'est... Bon, ça, je pense qu'il faut le mettre de côté tout de suite. Par contre, il faut s'interroger sur ce qu'on met en place, sur les modalités de ce qu'on met en place et sur l'objectif aussi de cette politique par rapport à la résorption des bidonvilles. Objectif de cette politique aussi avec cet objet de citoyens européens qui vivent en grande précarité et dans des bidonvilles. On sait que souvent, nous, on nous dit « Mais en fait, vous nous parlez des Roms, en fait. Pourquoi vous ne parlez pas des Roms ?» Alors, si vous parlez des bidonvilles, oui, mais parlez-nous de l'outre-mer. Parlez-nous des squats et des campements où vivent d'autres populations et développez des politiques dans ce sens-là. On l'entend aussi, je ne vous cache pas que ça nous interroge. Je pense que ce sera peut-être dans les questions qui seront abordées ce matin. Et moi, peut-être pour poser un peu les choses par rapport à ces questions qu'on se pose et qu'on va continuer à se poser. Il y a un nouveau délégué aussi, c'est une des récentes actualités aussi qu'on peut partager ensemble, qui a été nommé il y a quelques semaines.
Alors c'est un délégué qui était adjoint du précédent, donc qui connaît bien la maison, qui va s'inscrire aussi dans la continuité, mais qui interroge aussi cette politique dans un contexte qui a changé depuis 2018. Je pense qu'il y a 6 ans, c'était plus facile, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, de trouver du logement. Je ne vous parle même pas de l'hébergement. Dans un contexte général de perception de la figure de l'autre, on va dire ça comme ça, qui évolue aussi avec le temps, y compris avec des traductions dans les urnes. Donc tout ça, c'est un contexte qu'il faut avoir aussi en tête. Comment on agit dans ce contexte-là? Est-ce qu'on continue avec des finances publiques? Il y a eu le moment qu'on dit un peu rêvé du Covid, du quoi qu'il en coûte, c'est fini. Là, aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on dépense. Et donc, nous aussi, porteurs d'une action publique, dont vous êtes aussi un des chaînons, on se pose la question de est-ce que ça rapporte, évidemment. On peut d'ailleurs réfléchir sur la question de l'investissement social, mais au moins, est-ce que cet argent qu'on place par rapport à des publics compliqués, elle obtient des résultats. Donc c'est très important de se poser ces questions et d'interroger les choses. Donc, dans les 5 minutes qui me restent, je veux juste vous dire que moi, ma conviction forte, et peut-être pour la suite de l'échange, c'est qu'évidemment, il faut continuer. Évidemment, l'objectif et l'objet de cette politique, moi, il ne me semble pas remis en cause par ces quelques faits que j'ai partagés avec vous. Je vous parlais d'Angers. Cette action posée avec un diagnostic, une connaissance dans les campements, l'idée de se mettre tous ensemble avec un objectif commun de politique publique dont on sait qu'il est extrêmement compliqué, et il faut le dire tout de suite. Il ne faut pas vendre du rêve. Hein. C'est ça qui est un peu compliqué. Angers, on est parti, si les choses continuent comme ça, pour 10 ans, 15 ans. Avec des échecs, avec des retours, mais il faut continuer à agir et continuer à agir, me semble-t-il, avec ce prisme républicain. Il y a une réalité européenne et vraiment, il n'y a pas besoin d'y mettre une épithète ethnique, Rome ou autre. Mais il y a une réalité de mouvements au sein de l'espace européen, de populations très précaires qui ont un certain statut ou une certaine condition de vie dans leur pays et qui, comme tout citoyen européen, à la liberté de circulation, encadrée dans le cadre du droit, mais il y a cette réalité. Et il faut d'une certaine manière permettre à ces personnes de vivre cette mobilité qui correspond aussi à des dynamiques économiques. Nantes, enfin, vous avez vu le complément d'enquête aussi sur Bordeaux, il y a de l'emploi derrière tout ça. Donc, il y a aussi des mouvements. Il y a aussi des personnes qui cherchent tout simplement à avoir une vie meilleure. Donc c'est un fait qu'il faut permettre, mais en l'encadrant. En l'encadrant juridiquement et évidemment en évitant les dérives. Et en préservant l'accès aux droits des personnes. Et derrière ça, j'ai en tête les questions d'emprise, de traite, de travail dans des conditions qui sont totalement inacceptables. Évidemment le logement en bidonville. Donc tout ça, il faut continuer à le traiter. Et ma conviction, mais c'est une conviction hein, qui s'inscrit dans le cadre français républicain légal, c'est qu'il faut continuer à le faire dans ce cadre, dans le cadre de la résorption des bidonvilles. Continuer à le faire aussi, et je voulais le partager avec vous, en essayant de muscler et de continuer à construire ce discours et de renvoyer des résultats, des faits, des arguments. Et ouais, je vous parlais des budgets, de montrer qu'on a des résultats. Il faut qu'on montre, sinon que ça marche, du moins que ça sert à quelque chose. Et là-dessus, je pense qu'on peut vraiment progresser à tous les niveaux. Nous y compris, alors on cherche à faire des bilans. Nous, bien sûr, à la place où on est, il faut qu'on montre que ces euros dépensés ont des résultats. Donc, il faut qu'on progresse sur le côté économique. On est aussi dans un monde où les chiffres ont leur importance, la gouvernance par les nombres. Donc, il faut qu'on montre qu'on ait des résultats, qu'on progresse. On peut aussi montrer qu'économiquement, les actions qu'on conduit, agir sur la résorption des bidonvilles,
c'est plus humain que ne pas agir sur la résorption ou qu'évacuer. Mais peut-être qu'aussi, d'un point de vue économique et d'efficacité, d'efficience de la dépense publique, c'est meilleur. Et là-dessus, je pense qu'on peut progresser. Évidemment, on ne va pas vous demander de faire des rapports pour la Cour des comptes, mais je pense qu'aussi vous pouvez nous aider à travers ce que vous mettez sur la plateforme comme résultat, comme indicateur, à travers les exemples que vous me remontez. Je suis désolé, je ne vous parle que d'Angers, mais parce que c'est frais dans ma mémoire. On est allé sur un campement Villechien avec l'équipe de la dette. Il y a un petit jeune qui est arrivé sur le campement, Daniel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait toute sa scolarité à Angers, qui vit en logement, qui parle français. Enfin, aussi, il ne s'agit pas de faire du gadget et tout, mais de montrer que ces populations, quoi qu'on en dise, elles mènent leur chemin et que certaines peuvent vivre en logement et que ça pose aucun problème. Donc construire aussi un discours, mettre en avant des chiffres, ça je pense que c'est vraiment important pour continuer dans ce cadre-là et puis pour le faire accepter. Pour qu'un élu qui a, par humanité, par aussi, parce qu'il a bien vu que l'ancienne méthode, si je puis dire, de faire les choses, ça ne résout pas le problème, il faut qu'il donne aussi des comptes à ses administrés. Il faut qu'il puisse dire que oui, j'ai mouillé la chemise, j'ai pris le risque sur ce public. J'ai réussi d'une part à mieux gérer en tout cas le campement, à réduire éventuellement des nuisances pour le collectif. Et puis aussi, il y a des gens qui accèdent à l'emploi, qui vont à l'école et qui trouvent leur place dans la société. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, juste insister pour terminer, je pense qu'au-delà de ces chiffres, et c'est pour ça qu'on tient aussi à avoir ce dialogue avec vous, l'action, elle se construit vraiment dans la relation que vous construisez avec les publics. Et ça, c'est pas nous à Paris, c'est pas l'instruction, c'est pas. On fixe un cadre, on fixe des objectifs, on fixe des principes. On fixe aussi ce souci de toujours s'interroger sur ce qu'on fait. Mais au final, ce qui va se faire, c'est quand vous allez rencontrer les personnes sur le bidonville, dans le STI ou le TI ou le village ou que sais-je, dans cette intelligence de la relation, à la fois d'aide, de vigilance, c'est extrêmement compliqué, on le sait, mais je tiens à vous dire qu'on est conscient de ça et à vous dire toute l'importance qu'on sait du travail que vous conduisez auprès de ces publics et à vous encourager vraiment à l'interroger toujours et à nous interroger aussi et à nous faire part de vos retours parce qu'on sait que c'est là que ça se fait. La place que ces personnes vont trouver dans la société, et Dieu sait qu'elles en ont été exclues, et pas qu'aujourd'hui, depuis des décennies, voire des siècles, c'est dans ce travail du quotidien et dans cette intelligence de la relation que vous construisez avec eux qu'on trouvera des solutions. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction.